reprenne le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. La cité des 333 saints a accueilli ce matin le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation avec tous les honneurs. Le général de division Abdoulaye Maïga a posé la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles et lancé les travaux d'extension et de modernisation de l'hôpital de Tombouctou. Bamako face à l'occupation d'espaces publics dans le cadre du mois d'octobre urbain. La cellule de suivi de la politique nationale de la ville a initié une journée de concertation sur la sécurisation des espaces publics dans le district de Bamako et certaines localités de la région de Koulikoro. Célébration hier dans le monde de la journée mondiale de l'alimentation couplée à celle de la femme rurale. Une occasion saisie par le monde rural d'interpeller les décideurs sur les conditions de vie et de travail des hommes et femmes qui contribuent à l'économie locale. Les journées ouest-africaines de l'audit interne se sont ouvertes ce matin à Bamako. Ce rendez-vous incontournable dans la sous-région vise la promotion de la profession d'auditeur interne. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Direction tout d'abord Koulouba, où le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience les membres du Conseil national de la jeunesse CNJ. Il s'agissait de venir présenter leur bureau au chef de l'État. Au cours de cette audience, il a été question de la résilience de la jeunesse face aux défis du moment et l'engagement de cette même jeunesse aux côtés de la transition pour un Mali prospère. Cette audience a servi de cadre pour la jeunesse de réaffirmer son soutien indéfectible aux actions de la transition. À noter que dans le cadre de l'année de la culture, les membres du Conseil national de la jeunesse étaient tous habillés en tenue traditionnelle avec en sa tête le ministre en charge de la jeunesse. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter Souri Ibrahima Sissé, président du CNJ. Il est au micro de Tamsir Diabaté et Tchadia Kamara. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la présentation de la nouvelle équipe du Conseil national de la jeunesse du Mali. Présenter la nouvelle équipe et partager les grandes lignes de notre plan d'action et prendre des instructions, des orientations afin que nous puissions jouer notre rôle. C'est pour venir réaffirmer son excellence générale d'armée Assimi Goïta, l'engagement et le soutien de la jeunesse malienne pour la réussite de cette mission. Nous sommes en première ligne parce que nous devons être là pour soutenir nos institutions et protéger nos institutions. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le maillage national et international de CNJ est très bien implanté. Et nous devons faire notre rôle. Et les présidents de la transition, ils ont déjà tracé la vision. Nous devons travailler avec nos institutions, nos départements, pour pouvoir rendre opérationnelle cette vision. Et la jeunesse malienne aujourd'hui est très engagée pour pouvoir réussir cette mission. Nous sommes très résilients. Et nous allons montrer tout le temps à l'ennemi que nous sommes prêts et nous sommes engagés. Et nous n'allons pas nous décourager parce que nous savons très bien aujourd'hui l'avenir de notre pays en dépend. Et nous sommes là aujourd'hui à nous battre, à nous sacrifier pour l'avenir. Et raison pour laquelle la jeunesse malienne aujourd'hui est plus que jamais résiliente et très engagée pour la réussite de cette mission. L'année de la culture oblige. Dans tous nos événements, que ce soit au niveau national et régional, nous avons instruit à nos démembrements de porter nos tenues traditionnelles. C'est pour montrer la valeur et l'engagement de la jeunesse à pouvoir soutenir cette initiative et cette année.
Je le disais, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, est arrivé ce matin à Tombouctou pour une visite de quelques heures. Le général des divisions a été accueilli par les autorités administratives, politiques et la société civile. De l'aéroport au gouvernorat, le chef du gouvernement a eu droit à un accueil chaleureux. Je vous invite à suivre les temps forts avec Mamari Kone et Aliou Touri. C'est le chef du village de Togoni de Salier. Je viens de Togoni pour renforcer le mouvement. Le premier acte posé par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions, a été la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles. Cette initiative du gouvernement vise à renforcer le rôle et la place de ces gardiens des valeurs traditionnelles. Un geste hautement salué par les bénéficiaires qui s'engagent aux côtés de l'État à réussir les missions qui leur sont confiées. Reportage Najim Babassi et Maloud Tandina. De travail dans la légendaire cité des 333 saints, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, également ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a posé la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles. Il a été accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre de la Santé et du Développement social, celui de l'Agriculture, ainsi que des membres de son cabinet et plusieurs responsables de son département. Ce geste hautement symbolique rend hommage aux légitimités traditionnelles, dépositaires des valeurs ancestrales de la société. Nous sommes dans le plus beau jour de gaieté par cet acte de portée historique, de mémoire d'homme. Aucun pouvoir central n'a jamais donné autant de considération aux légitimités traditionnelles. Il est cependant de bonne loi que nous, légitimités traditionnelles, reconnaissent et saluent les efforts déployés par les autorités de la transition pour redonner aux légitimités leur liste d'antan. Point de besoin d'énumérer comme grain de chapelain toutes les actions entreprises. Nous nous contentons de dire, en guise de résumé, que la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles est le clou de ces actions. Désormais, l'autorité de l'État n'est plus qu'un vain mot. Le pouvoir s'impose par le respect de la loi et la qualité des hommes en charge d'animer les institutions. Le futur complexe comprendra un vestibule, un bâtiment principal avec une salle de réunion et des bureaux, 2 logements de passage, des toilettes extérieures. Le tout sera construit en Alhor selon l'architecture traditionnelle de la Médina de Tombouctou. Le général d'armée Assimi Goïta est un destin qui relève des secrets de Dieu. Cet homme de parole a séduit plus d'un et aujourd'hui a marqué les esprits des communautés de Tombouctou par le respect de la parole tenue. Après les médailles et attestations décernées aux légitimités, vous avez dédié une journée nationale le 11 novembre. Et ce jour 16 octobre, un nouveau soleil brille et fait briller toute la région de Tombouctou. Cette réalisation concrétise une promesse du chef de l'État, redorer les blasons des autorités traditionnelles compte tenu du rôle central qu'elles jouent dans la société.
construction dans toutes les régions d'un vestibule dédié aux autorités de légitimité traditionnelle s'inscrit dans la vision du gouvernement de la transition, conformément aux instructions du chef de l'État, visant à revaloriser le rôle et le statut des autorités de légitimité traditionnelle dans la gouvernance locale, reconnaître le rôle éminent de ces autorités dans le maintien de la cohésion sociale et la médiation communautaire. Dans ce cadre, le gouvernement a engagé des actions fortes. Il s'agit de la consécration des autorités de légitimité traditionnelle dans notre Constitution, qui traduit la volonté nationale de leur conférer une place institutionnelle reconnue en tant que pilier de notre identité et gardien de nos valeurs. Cette orientation a été consolidée par l'adoption de la loi numéro 2024-034 du 24 décembre 2024 relative aux différentes catégories d'autorités et de légitimité traditionnelle, à leur rôle ainsi qu'aux modalités de leur intervention. Dans le cadre de cette visite, il a également été annoncé que la région de Tombouctou accueillera en décembre prochain la phase nationale de la biennale artistique et culturelle. Le Premier ministre a exhorté tous les acteurs locaux à s'impliquer pleinement pour la réussite de cet événement d'envergure qui occupe une place importante dans l'agenda des hautes autorités. Votre soutien, votre sagesse, votre capacité de mobilisation seront déterminants pour la réussite de la phase nationale de la biennale artistique et culturelle, symbole du retour progressif à la paix et à la sécurité. C'est donc l'occasion de démontrer la vitalité culturelle du Mali en général et des régions du Nord en particulier, dans la dignité et la fierté retrouvée. En amont de ces activités, la délégation gouvernementale a rendu une visite de courtoisie à la notabilité locale, au cours de laquelle le chef du gouvernement a formulé des prières pour la paix et la prospérité du pays. Le Premier ministre a également visité l'hôpital de Tombouctou en chantier dans le cadre des travaux de rénovation et d'extension de la structure. Il ressort de cette visite que les travaux ont atteint un niveau satisfaisant, 20% et 26% des délais consommés sur un délai d'exécution de 4 mois. Faut-il le rappeler, ce projet est financé sur fonds cohésiens pour plus de 4 milliards de fonds CFA. Nous retrouvons Najim Babasisi et Maloud Tandina. Les travaux de rénovation et de modernisation de l'hôpital de Tombouctou constituent un projet de grande envergure dont les travaux ont démarré en avril dernier, avec pour vision de faire de cette structure un hôpital ultramoderne avec toutes les commodités. Il est financé par le fonds cohésien à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA pour la construction et 1 milliard pour les équipements. Ces travaux de rénovation et d'extension s'articulent autour de la construction d'un complexe entier de prise en charge médico-chirurgicale, avec à l'appui un service d'imagerie et de laboratoire, avec des blocs opératoires haut standing, avec un service de réanimation de dernier niveau et également des services d'hospitalisation de bon standing. Et en plus de cette extension, il faudra savoir également qu'il y a la rénovation de tous les bâtiments existants. La délégation a eu droit à la présentation du chantier dont les travaux ont été confiés à l'entreprise Anta Construction. Madame le ministre de la Santé dévoile déjà les impacts de ce projet une fois les travaux terminés. Depuis le début, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a voulu que tous les Maliens aient la santé et le bien-être au plus proche. Donc à la fin de ce projet, c'est ce que nous aurons. Nous aurons des infrastructures très modernes, aux normes vraiment internationales. On aura des équipements de dernière génération. On aura un climat de travail très satisfaisant et très bien pour les médecins et aussi pour la population. Et surtout, ça va vraiment réduire et pourquoi pas vraiment finir avec les évacuations. L'amélioration des conditions sanitaires au Mali est au cœur des préoccupations des hautes autorités de la transition. Ce projet de rénovation et d'extension de l'hôpital est la preuve de cet engagement. La raison d'être de cette transition, c'est justement de satisfaire les attentes des populations, attentes exprimées lors des assises nationales de la refondation. Et parmi ces objectifs, comme je l'ai rappelé tantôt, la satisfaction de conditions de vie, c'est des populations occupent une grande place. Ceci se traduit bien entendu par l'extension et la modernisation de l'hôpital de Tombouctou. Le délai d'exécution de ces travaux est de 24 mois. Déjà 26% de ces délais a été consommé.
Nous restons à Tombouctou, mais pour parler cette fois-ci de la vulgarisation de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale qui était au cœur d'une journée d'échange et de partage. Cette initiative émane du Conseil régional de la jeunesse en partenariat avec le gouvernorat de Tombouctou. Ce cadre se veut d'expliquer aux différents segments de la société le contenu de ce document en vue de son appropriation par les Maliens dans leur ensemble. Reportage Najim Babasisi Hassan Aïdara. Après sa promulgation par le chef de l'État, l'heure est à l'appropriation de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale en vue de sa vulgarisation. À Tombouctou, l'initiative est portée par le Conseil régional de la jeunesse de Tombouctou en collaboration avec le gouvernorat. La Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est bien plus qu'un texte. Elle est l'expression d'une volonté collective. Sa vulgarisation dans la région de Tombouctou vise à permettre à chaque Tombouctien, et en particulier aux jeunes, de comprendre, de s'approprier et de vivre les principes qui y sont. Le conférencier du jour, M. Alou Badra Sangaré, appuyé par Fodé Bari, a axé sa présentation sur les différentes articulations du document pour mieux édifier l'assistance. Nous avons parlé de la vision et des principes de la charte, également des objectifs. Nous avons également parlé des valeurs partagées au Mali. Nous avons souligné également la sécurité nationale. Nous avons également parlé de formules d'engagement du citoyen. Aujourd'hui, la charte qui sera vulgarisée est le fruit, sinon le miroir de tout Malien, parce que nous nous retrouvons en cela en matière de paix et de réconciliation nationale. Il faudrait saluer ces atouts que disposent ces grands hommes qui ont fait la rédaction de la charte. Après s'être réjoui des efforts inlassables des hautes autorités de la transition, le chef de l'exécutif régional invite chacun à s'impliquer pour la vulgarisation de ce document de référence. C'est le lieu encore pour moi de remercier les autorités de la transition qui ont bien voulu instruire l'élaboration de ces documents utiles en vue de parvenir à l'instauration de la confiance et à la reconstruction du tissu social. Condition essentielle, pour ne pas dire condition sine qua non, pour poser les bases d'un meilleur avenir commun entre tous les Maliens et toutes les Maliennes de l'intérieur comme de l'extérieur. Je vous invite donc à suivre attentivement les exposés en vue d'une meilleure compréhension pouvant faciliter son application correcte. Chacun des participants a reçu une copie du document et sera un acteur pour partager son contenu en vue de son appropriation. La cérémonie s'achève par l'apposition des signatures sur le manifeste par les autorités ainsi que les acteurs sociaux, preuve de leur engagement à œuvrer pour la paix, la réconciliation, la sécurité, entre autres. Et ce communiqué, le gouvernement de la transition a le profond regret de vous annoncer le décès de M. Zoumana Sako, ancien Premier ministre du Mali, le mercredi 15 octobre 2025 à Bamako. En cette douloureuse circonstance, au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le gouvernement de la transition et l'ensemble du peuple malien présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille Sako, aux anciens collaborateurs et aux proches du défunt. Titulaire d'un doctorat en économie du développement, la riche carrière administrative de M. Zoumana Sako dans la fonction publique de l'État est illustrée par l'exercice d'autres hautes fonctions, notamment au programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le gouvernement de la transition rend un vibrant hommage au défunt qui fut un grand serviteur de l'État, brillant, intègre et franc pour son engagement au service de la nation. Les obsèques sont prévues le samedi 18 octobre 2025 à 16h à Faladier, derrière l'Institut des jeunes aveugles IGA, dans l'enceinte de l'ex-centre Baptiste. Le gouvernement de la transition salue la mémoire de l'illustre disparu et prie pour son repos éternel, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Parlons du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La doyenne d'âge de Senou se nomme Kinemba Koni, 105 ans. Elle est native de Dembasso dans le cercle de Kolondieba. Malgré le poids de l'âge et une déficience visuelle, la vieille dame est toujours lucide. Elle a reçu ce matin la visite du président du Conseil national de transition, Tiemoko Konati.
Péniblement, mais sûrement, la doyenne d'âge de Sénou sort de sa chambre à coucher. Vêtue d'un basin tout neuf, Keniba connaît 105 ans, se dirige à l'aide de sa béquille vers un fauteuil bien aménagé où elle doit attendre un visiteur de marque. Il s'agit bien du président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Diao, qui fera son entrée à 10 heures passées d'une trentaine de minutes. Un véritable moment d'allégresse pour la native de Demasso dans le cercle de Kolonyaba, qui, en dépit du poids de l'âge et d'une déficience visuelle, continue à garder toute sa lucidité. Cette visite du président du Conseil national de transition intervient dans le cadre de la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali. Tradition oblige, le général Diao a apporté des présents composés de noix de cola, de couvertures, de tapis de prière et d'une enveloppe symbolique. De quoi émerveiller davantage la doyenne d'âge de Sénou. Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des autorités de la transition qui ont vraiment bien voulu pérenniser cette action de solidarité. Et donc c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui d'être à côté de ma grand-mère. Ça fait chaud au cœur, très très sincèrement, parce que rien que les bénédictions qu'elle vient de faire là vraiment me vont droit au cœur. Et donc en retour aussi, nous prions vraiment, encore une fois de plus, vraiment pour une meilleure santé, parce que nous savons que le fardeau de l'âge n'est pas facile à supporter, et donc tout en espérant la retrouver vraiment en bonne santé l'année prochaine. Avant de prendre congé de la vieille Keniba, le visiteur du jour a mis en relief l'une des caractéristiques des relations sociales au Mali. Je voudrais souhaiter heureux ménage au nouveau couple, parce que le plus jeune du CNT vient de demander la main de la doyenne d'âge. Les responsables des organisations syndicales des travailleurs de l'ASAM, l'assistance aéroportière au sol de l'espace AIS et du Togo ont rencontré ce matin le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La rencontre a permis aux visiteurs du jour de mieux connaître le fonctionnement de la 7e institution du Mali. Les échanges ont porté sur les résultats du premier forum de l'organisation qui vient de se tenir à Bamako. Batraouri. Les syndicats des travailleurs de l'assistance aéroportière au sol de l'Alliance des États du Sahel et du Togo se retrouvent au siège du Conseil économique, social, environnemental et culturel. C'est en marge des travaux de leur premier forum sur le dialogue social, gage de l'instauration de la justice sociale et de création de sociétés stables et équitables. Au CESEC, les délégués reçoivent des informations précises sur la composition, l'organisation et les missions de la 7e institution du Mali. Nous avons été reçus par le président lui-même du Conseil qui a un intérêt vraiment pour le droit des travailleurs. Nous avons remarqué que le syndicat est vraiment en avant ici et que les travailleurs ne peuvent que être fiers de leurs représentants. Nous mettre à sa disposition les conseillers de cette institution, la présentation de l'institution, le fonctionnement de l'institution, on ne peut qu'être satisfait. Les syndicalistes de l'ASAM, l'assistance aéroportière au sol, ont saisi l'occasion pour partager les recommandations de leur forum avec le président du CESEC. La première, c'est de faciliter l'instauration du dialogue social dans nos entreprises comme moyen de travail entre les partenaires sociaux. Une des recommandations aussi, c'est de permettre à nos différentes organisations syndicales de mutualiser des moyens d'action pour renforcer nos capacités à défendre les dossiers des travailleurs. Le Conseil économique, social et environnemental du Mali, en sa qualité d'institution nationale de dialogue et de propositions, partage pleinement vos objectifs. Comme vous, nous croyons que la paix sociale et le développement durable
passe par un dialogue social inclusif, une valorisation du travailleur et une promotion active des droits économiques et sociaux. Je salue particulièrement le rôle du syndicat national des transports du Mali, affilié de l'Union nationale des travailleurs, et de ses partenaires dans l'organisation reçue de cette première édition. Yacouba Katile a aussi émis le souhait que les recommandations du Forum de Bamako servent à consolider la cohésion syndicale dans l'espace AES et dans la sous-région. Je vous l'annonçais au sommaire, Bamako abrite depuis ce matin les journées ouest-africaines de l'audit interne. L'événement vise la promotion de la profession d'auditeur interne. Les participants sont venus d'une dizaine de pays de l'Afrique de l'Ouest et des pays appartenant à d'autres parties du continent. Ce rendez-vous, devenu incontournable dans la sous-région, se tient chaque année dans l'un des 8 pays membres de l'UEMOA. À ces 8 pays s'ajoutent la Guinée et la Mauritanie. L'audit interne répond désormais à de nouveaux défis tels la cybersécurité, la durabilité et l'éthique numérique. C'est autour de tous ces enjeux que les participants vont se pencher pour adapter leurs pratiques aux nouvelles normes. La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du ministre de l'Industrie et du Commerce. Le reportage de Alousseni Touri. L'Association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali a réussi le challenge d'organiser ici en terre malienne cette grande conférence consacrée au métier de l'audit interne. L'événement, qui intervient dans un contexte difficile, a néanmoins drainé un nombre important de participants de divers pays africains. Nos remerciements vont à Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, représentant le chef de l'État, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement. Votre présence et votre soutien témoignent de l'attention particulière que le gouvernement du Mali accorde à la gouvernance vertueuse et aux fonctions de contrôle et d'audit interne. Permettez-moi d'avoir une pensée reconnaissante pour l'Union des instituts d'audit interne d'Afrique de l'Ouest, pour son dynamisme et sa vision. Avec le président, M. Octave Gobi, le bureau directeur, le comité des sages et les présidentes et présidents d'instituts membres, l'Union œuvre avec conviction à faire de notre profession un véritable levier de transformation pour la sous-région. Les objectifs de ce regroupement s'articulent autour de certains points liés au renforcement de la profession. L'Association des contrôleurs, inspecteurs, auditeurs du Mali, ASIAM, regroupant des professionnels aussi bien du secteur privé que du secteur public, ne cesse d'œuvrer pour la promotion de l'audit interne au Mali, en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Pour rappel, au lendemain de nos indépendances, les pères fondateurs de nos États ont mûri et cultivé un esprit fédérateur afin d'aboutir à une unification de l'Afrique. L'ASIAM n'est pas restée en marge de l'histoire car elle est membre fondateur de toutes les organisations régionales et sous-régionales en Afrique pour la promotion de la profession de l'audit interne. La journée ouest-africaine est dédiée spécialement à faire le bilan de la pratique de l'audit interne dans nos structures et à, par la suite, faire ressortir les recommandations qui vont permettre de booster cette pratique-là dans nos pays respectifs. Nos objectifs en organisant ces journées sont les suivants. Créer un réseau régional des auditeurs internes. Le deuxième objectif, c'est de permettre au bureau directeur des instituts membres de s'approprier les techniques d'organisation des conférences regroupant plusieurs pays. L'événement a enregistré la présence effective de la présidente de la Fédération africaine des instituts d'audit interne d'Afrique. Il a également bénéficié du soutien du gouvernement de la République du Mali. Le chef de l'État, qui aurait souhaité être parmi vous, m'a chargé de vous transmettre ses salutations fraternelles, ses félicitations et ses encouragements pour l'organisation de cette importante rencontre sous-régionale dédiée à la promotion de la bonne gouvernance, de la transparence et de la performance organisationnelle au sein du secteur public que du secteur privé. Le choix du Mali pour abriter cette 3e édition des journées n'est fort gratuite. Il traduit la confiance renouvelée de nos partenaires sous-régionaux, mais aussi surtout la reconnaissance du rôle moteur que joue notre pays dans les réflexions stratégiques et les initiatives en matière de gouvernance publique, de transparence et de responsabilité institutionnelle.
À travers ces cadres, ces professionnels des métiers du contrôle, le Mali a toujours œuvré à renforcer la gestion publique, à promouvoir la rigueur, l'intégrité et la redevabilité dans la conduite des affaires de l'État. L'Union des instituts d'audit interne de l'Afrique de l'Ouest est née en 2022 et regroupe l'ensemble des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest auxquels il faut ajouter la Guinée-Bissau. Elle a pour vocation de rassembler l'ensemble des unions des pays membres à travers l'organisation de cette journée et de la conférence technique. De nos jours, nos villes sont confrontées à de nombreux défis en matière de développement urbain. Parmi ces défis, l'occupation d'espaces publics a d'autres vocations non conformes au plan de développement élaboré par les autorités. C'est dans ce cadre que la cellule de suivi de la politique nationale de la ville a initié une journée de concertation sur la sécurisation des espaces publics dans le district de Bamako et certaines localités de la région de Koulikoro. Cette journée de concertation s'inscrit dans le cadre du mois d'octobre urbain. Mamadou Fani. Mieux sécuriser et mieux valoriser les espaces publics, c'est le défi auquel toutes les villes du monde sont confrontées. Au Mali, les différentes politiques n'ont pas permis de mettre fin à l'agression de ces espaces dédiés au bien-être des populations. La journée de concertation sur la sécurisation des espaces publics dans le district de Bamako et certaines localités de la région de Koulikoro est une occasion pour discuter sur les enjeux liés à la sécurisation des espaces publics. La question de sécurisation des espaces publics aujourd'hui, c'est une question fondamentale pour nous parce que ça rentre dans le cadre du respect de nos documents de planification. L'utilité de l'espace public, ce n'est plus à démontrer. Et aujourd'hui, la concertation pour nous, ça sert à mobiliser encore la société civile et à bien outiller les acteurs qui sont impliqués dans ce processus pour encore qu'on soit plus actif et plus percutant face à ces promoteurs ou à ces prédateurs de ces espaces. La sécurisation des espaces publics. Mon département a entrepris plusieurs initiatives, dont entre autres la communication et la sensibilisation sur leur utilité, la mobilisation sociale pour veiller sur eux et la mise en route du numéro téléphonique 80 001 78 au niveau de la cellule de suivi de la politique nationale de la ville. Je vous invite à consacrer cette journée à la revue du processus de sécurisation des espaces publics dans le district de Bamako et certaines localités de la région de Koulikoro, notamment de discuter de la mise en œuvre de toutes les dispositions y concurrentes. Cette journée sera consacrée à plusieurs panels comme le cadre réglementaire et juridique des espaces publics, le processus de sécurisation de ces espaces et le numéro vert, le procès verbal d'occupation des domaines publics entre autres. La finalité est de permettre au public de mieux protéger ces espaces publics. Nous sommes le 16 octobre et c'est la journée mondiale de l'alimentation. Le Mali l'a célébré hier, une célébration couplée à celle de la femme rurale. Les festivités se sont déroulées dans la commune du Mandé dans une ambiance des grands jours. Une occasion saisie par les porte-paroles du monde rural qui sont la FENAFER et l'APECAM d'interpeller les décideurs sur les conditions de vie et de travail des hommes et femmes qui contribuent à l'économie locale. Les partenaires se sont engagés à les accompagner dans leur combat quotidien. Envoyés spéciaux à Wenzendougou, Awadit Makamara, Toumani Diabaté et Sidiki Balou. Les femmes rurales du Mali ont rangé la Daba et la Hou ce mercredi 15 octobre, le temps de célébrer et magnifier la journée qui leur est dédiée. Et pour l'occasion, les femmes du Mali se sont donné rendez-vous à Wenzendougou, localité nichée dans la commune rurale du Mandé, région de Koulikoro. En cette journée dédiée à la femme rurale et à l'alimentation, elles font entendre leur voix à travers les combats qu'elles mènent au quotidien, l'accès à la terre, à l'eau et au financement. Des défis qu'elles arrivent parfois à surmonter avec courage et dévouement. Cette journée est donc une tribune sans filtre pour elles de dénoncer, d'interpeller pour améliorer leurs conditions de travail. Ayanga dugukolo dama o kore muye uka dugukolo di togo dala musoma anya irawla ka fo dugukolo tambolo dugukolo komini gouvernement ya sariata 15% ko ba dama gouvernement koni ya fo mais a waliya ni a kolosili faut que gouvernement qui teste là n'a ma dubuni ke barat segake n'a ma dubuni ke
La célébration de la journée de la femme rurale couplée à celle de l'alimentation mobilise l'ensemble des partenaires techniques et financiers, tous engagés à la cause du monde rural. Le président de la fêtière dresse un bilan paix et le jeu des conditions des femmes et des hommes qui contribuent énormément à l'économie locale. Le monde rural emploie 80% de la population active malienne. Et les femmes rurales constituent la large majorité de cette main-d'œuvre agricole. Elles jouent un rôle essentiel dans l'économie malienne en général et dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle en particulier. Toutefois, les aléas climatiques restent déterminants dans le processus de production et de sécurisation des producteurs et de leurs biens, et les femmes rurales sont de plus en plus vulnérables à ces aléas climatiques. En République du Mali, de plus en plus, l'État prend des textes pour l'épanouissement des femmes, c'est un fait. Mais ces textes sont faiblement appliqués ou pas du tout. Des messages qui semblent avoir eu un écho favorable auprès des partenaires. La FAO renouvelle aujourd'hui son engagement à accompagner le Mali dans la mise en œuvre de la SNED et de la Vision 2063 pour faire des systèmes agroalimentaires un levier central du développement durable, de la stabilité et de la prospérité partagée. Je tiens à saluer les efforts constants du gouvernement du Mali, qui à travers ses politiques publiques, ses programmes agricoles et ses investissements en faveur des producteurs et productrices démontrent une volonté claire de renforcer la résilience alimentaire dans le pays. L'événement a été marqué par une donation de matériel de travail, d'équipements et de semences améliorées au profit de plusieurs associations féminines. Et le thème retenu pour la Journée mondiale des femmes rurales est investir dans l'agroécologie féminine pour la résilience des femmes rurales au changement climatique. Outre les responsables de la Fédération nationale des femmes rurales, la cérémonie de lancement a regroupé des membres du gouvernement ainsi que des partenaires techniques et financiers. Le compte-rendu de Sokona Kamisoko. C'est une journée de mercredi aux saveurs particulières à Ouenzendougou dans la commune du Mandé. Ici, tout respire ou presque de la cause féminine. Un monde mobilisé pour célébrer et magnifier les femmes rurales, symbole de la résilience et pilier essentiel pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. De nos jours, la production agricole, pastorale et halieutique représente environ 40% du PIB du Mali et emploie plus de 80% de la population active. Les femmes constituent environ 65% de la main-d'œuvre agricole. Leur rôle dépasse la simple production agricole. Elles portent sur leurs épaules la nutrition des familles, la résilience climatique de nos terroirs et la durabilité de nos systèmes alimentaires. Le gouvernement du Mali, à travers la vision Malikoura 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, met l'accent sur la transformation de l'agriculture, le renforcement de la résilience des terroirs et la gestion durable de l'environnement. En ce jour symbolique, faisons le serment collectif de bâtir un Mali où la femme rurale est pleinement reconnue. Ouenzendougou est gratifié de deux cérémonies en une seule, la Journée mondiale des femmes rurales et la Journée internationale de l'alimentation. Deux tribunes annuelles pour porter plus haut la voix de celle sans laquelle tout processus de développement est voué à l'échec. Célébrer l'alimentation, c'est aussi célébrer celles et ceux qui la rendent possible. Il s'agit de nos paysannes, nos transformatrices et nos commerçantes. C'est pourquoi il est juste et symboliquement fort que nous célébrions le même jour la femme rurale, cette héroïne silencieuse de nos villages. Sans la participation pleine et entière des femmes rurales, aucun développement durable ne s'avère possible. Pourtant, vous êtes souvent confrontés à certains défis qui ont pour nom l'accès limité à la terre, au crédit, à la formation et aux technologies modernes et enfin au marché. La Journée mondiale de l'alimentation est l'occasion de rappeler qu'il faut aller plus vite et œuvrer où plus personne ne sera laissé pour compte, où chaque Malienne et chaque Malien aura accès à des aliments sains et diversifiés. Quand la femme s'enrhume, la société tousse.
Une réalité bien comprise par le gouvernement qui s'est fortement mobilisé et acquis à la cause de la gente féminine. Il est désormais en première ligne pour relever les défis auxquels elle est confrontée, notamment l'accès à la terre et à la formation. Dans la législation malienne, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. Voilà. En plus de cela, il a été dit qu'une fois que l'État aménage des terres, 15% des terres seront mises à la disposition des femmes. Et ça, nous veillons à ça. Permettez-moi de saluer les maires et puis les chefs de village de Ouenzendougou parce que c'est avec leur concours qu'on a pu négocier un périmètre de 5 hectares pour les femmes qui sera aménagé par un fourrage équipé de pompes solaires, donc qui viendra quand même renforcer l'autonomisation de la femme et aussi les aider à mieux faire face aux différentes activités qui leur concernent. C'est une évidence pour les autorités. Les femmes rurales constituent un maillon essentiel pour réaliser la souveraineté alimentaire, d'où l'impérieuse nécessité de prendre en compte leurs préoccupations. Les femmes rurales étaient de 50 000 femmes en 1995. Aujourd'hui, nous avons 400 000 femmes rurales. Donc, vraiment, il faut remercier les autorités pour tous les appuis qui sont en train d'être faits aux femmes et aux filles pour le développement de notre élevage, de notre agriculture, de notre pisciculture. Et pour tout cela, c'est pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Chères sœurs rurales, le Mali ne pourra se construire et se développer de manière durable et inclusive sans vous. Vous êtes les principaux architectes du Mali Koura, le Mali nouveau, en vue de bâtir un avenir meilleur pour nos enfants, pour nos communautés et pour notre nation. Ensemble, nous devons poursuivre le plaidoyer et agir pour des politiques publiques qui tiennent compte de nos besoins spécifiques, notamment en matière d'adaptation au changement climatique. Ensemble, nous devons renforcer les initiatives qui valorisent vos projets, vos actions, vos entreprises, ainsi que vos contributions à la société malienne. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à l'ensemble des femmes rurales, héroïnes de notre quotidien et bâtisseuses d'un avenir prospère et juste. En guise de reconnaissance, la Fédération nationale des femmes rurales a décerné des attestations à des membres du gouvernement, au président de la transition ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers, un geste qui en appelle un autre. Le département de tutelle remet à son tour aux associations féminines de Ouenzendougou des équipements et matériels de production suivis de la visite des stands et de la plantation d'arbres dans la cour du centre de santé de la localité. À la direction régionale des transports du district, plus de 3450 plaques d'immatriculation confectionnées attendent toujours d'être retirées par leurs propriétaires. Le directeur général des transports s'est rendu sur place ce matin pour constater la production des plaques et lancer un appel aux citoyens demandeurs de venir les récupérer. Mamadou Sow a noté un approvisionnement important en plaques. Nouni Sidou Traoré. Un an après que l'Office national des transports a pris en main la production des plaques d'immatriculation, la satisfaction est au rendez-vous en termes de production et de disponibilité des plaques. Le directeur général des transports s'est réjoui de la qualité du travail effectué par le personnel de l'ONT, l'Office national des transports. Aujourd'hui, il y a 60 924 véhicules qui ont été rématriculés. C'est ça le succès en réalité. Cette opération que nous avons entamée depuis le 20 septembre 2024, le succès c'est les véhicules rématriculés qui sont venus, qui ont les anciennes immatriculations, qui ont les anciennes cargues, qui sont venus d'eux-mêmes. Donc ils sont venus payer des sous. On a mis les cargues et les plaques à la disposition. Ça c'est à peu près 69% des véhicules que nous avons donnés pour lesquels nous avons de la nouvelle immatriculation. Les autres, les immatriculations normales sont autour de 19 000 véhicules. Dans la marche vers la digitalisation de la production des plaques d'immatriculation, la Direction générale des transports prévoit bientôt de mettre en place un mécanisme pour faciliter davantage l'accès aux services de l'ONT. Nous sommes en train de concevoir un site web où toute l'information sera faite, que l'usager peut, dans son salon, voir si son permis, sa carte, si la plaque est disponible. Vous voir l'état. En tant que ce site-là soit prêt, je demande à tous ceux-là qui ont leur carte grise
de venir retirer les plaques d'immatriculation. Il faut rappeler que le système d'immatriculation a une capacité de production de plus de 1000 plaques par jour. Cérémonie de réception, séjour à la police et à la garde nationale du Niger de plusieurs lots de matériel roulant et autres équipements au profit de ces deux corps. Cette nouvelle dotation acquise sur fonds propres de l'État se veut un accompagnement supplémentaire afin de leur permettre de jouer leur partition dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la protection des personnes et de leurs biens. Mariam Dakou et Askaou Djibrila pour plus de précisions. Du matériel roulant, notamment des camions de transport de troupes et des citernes, auxquels s'ajoutent des tenues de travail, des kakis, des ranges, des gilets pare-balles, des bérets et autres accessoires de première nécessité. Telle est la composition de ce énième lot de matériel mis à la disposition de la police et de la garde nationale du Niger par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Un investissement de haute portée qui dénote si besoin la volonté des autorités de la refondation à mieux équiper l'ensemble des FDS pour leur faciliter les interventions sur le terrain. Au-delà de son importance quantitative, cette dotation représente tout un symbole car elle matérialise l'engagement pris par son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire en vue de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure conformément au point 1 de la lettre de mission à lui confiée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani. Ce matériel vient ensuite d'une série d'actions menées par notre département ministériel dans le cadre du renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure, parmi lesquelles je citerai entre autres la construction de plusieurs commissariats de proximité, celle de plusieurs escadrons polyvalents et aussi celle des commissariats mobiles de contrôle des frontières appelés CMCF. À la police comme à la garde nationale du Niger, les bénéficiaires, tout en se félicitant pour ces nouvelles acquisitions, n'ont pas manqué de rassurer la tutelle qu'ils en feront un bon usage. Lancement des activités de la 6e édition du mois d'octobre, mois du consommé local. Cette 6e édition a pour thème Consommer local, facteur de développement des chaînes de valeur régionales compétitives. Une initiative portée par la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du district de Bamako. L'initiative mois d'octobre, mois du consommé local vise à encourager les Maliens à privilégier les produits locaux. Aliou Abdoulaye Touri. Le mois d'octobre, mois du consommé local, est une initiative régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine lancée en 2019 par les ministres du commerce des 8 États membres. Cette campagne du consommé local vise à promouvoir la consommation des produits locaux issus de l'agriculture, de l'artisanat et de l'élevage. Elle encourage la transformation et la valorisation des ressources nationales. Le mois d'octobre est le mois du consommé local. Donc à cet effet, chaque année, le mois d'octobre, on fait la promotion des produits locaux. Il s'agit de stimuler les chaînes de valeur pour voir aujourd'hui comment on pourra réarticuler notre développement sur le plan endogène et aussi comment développer la production locale, en faire des consommations et pour qu'il y ait une transformation et aussi de la valeur ajoutée. J'invite toutes les populations du Mali à privilégier nos produits locaux dans nos habitudes alimentaires. Et il y a beaucoup d'avantages à cela. Avantages économiques, ça va permettre de
d'améliorer les conditions de nos artisans et de nos transformateurs et transformatrices. Il y a aussi un avantage environnemental. Ça va permettre de sécuriser et de protéger notre environnement avec des productions saines qui sont adaptées à notre environnement. Aussi, ça va aussi tisser les relations sociales. La campagne du consommer local se fixe comme objectif de réduire la dépendance vis-à-vis des importations en favorisant la souveraineté économique et alimentaire. Elle sensibilise davantage les populations sur l'importance du consommer local. Geste de gratitude et d'émotion au siège de l'Association malienne des personnes de petite taille. Les membres de l'organisation ont rendu un vibrant hommage à son Excellence Ahmed Abdulrahman Al-Senadi, ambassadeur de l'État du Qatar en fin d'émission au Mali, pour son engagement constant en faveur des personnes vivant avec un handicap en général et des personnes de petite taille en particulier. Les détails avec Soumao Aïdara. Il s'en va, mais laisse derrière lui bien plus qu'un souvenir. Avant de quitter le Mali, Ahmed Abdulrahman Al-Senadi, ambassadeur de l'État du Qatar en fin de mission au Mali, a reçu un hommage vibrant des personnes de petite taille, celles qu'il a soutenues, écoutées et honorées tout au long de sa mission. Vous avez été l'ambassadeur au quotidien qui a prêté main forte aux personnes de petite taille. Nous tenons ici et maintenant à vous remercier et vous féliciter une nouvelle fois, vous et l'ensemble de votre équipe, pour l'esprit de solidarité dont vous avez fait preuve depuis des années en nous offrant à chaque fête des bœufs, des produits de vivres, des denrées de première qualité et des vivres et non-vivres et bien d'autres appuis. Touché par cette marque de reconnaissance, le diplomate qatari a exprimé toute sa gratitude envers l'association et le peuple malien. J'étais surpris car vraiment l'événement a été exceptionnel. Je ne m'attendais pas à tout ça. Je ne fais que remercier Kadi Bari et tous les membres de l'association. Depuis que je suis venu au Mali, vraiment, j'ai bénéficié de toute facilitation des autorités maliennes. J'avoue que je suis le premier ambassadeur avec la résidence à Bamako. Depuis mon arrivée à Bamako ici, vraiment, j'ai œuvré pour le renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays. Je quitte le Mali, mais la moitié de mon cœur reste au Mali. Même si je vais au Caire, je serai toujours l'ambassadeur de bonne volonté pour le Mali, pour défendre la cause du Mali partout. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a salué les réalisations de l'ambassadeur et surtout l'attention particulière portée aux personnes de petite taille. Cette cérémonie de reconnaissance à son Excellence l'ambassadeur du Qatar au Mali, qui a beaucoup fait pour les Maliens et de façon spécifique, qui a beaucoup fait pour les personnes de petite taille. Donc Kadi, elle vient de montrer ça aux yeux de tout le monde. Je crois que c'est un ambassadeur qui mérite un tel respect et une telle reconnaissance de la part de nous ici au Mali. En conclusion de cet hommage inoubliable, l'ambassadeur a reçu une attestation de reconnaissance délivrée au nom du Mali et un tableau symbolique des gestes qui, pour la communauté, valent toutes les distinctions. Face à la crise humanitaire, le Mali a tenu bon grâce, notamment à la solidarité communautaire. Ces propos sont du directeur national du développement social. Ils traduisent selon lui le fait que la solidarité est profondément ancrée dans nos mœurs et que le mois d'octobre sert juste à rappeler cette valeur cardinale. À l'occasion de la célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, Ibrahima Abba Sangaré est l'invité de la semaine sur notre antenne ce soir. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Si on voit sur les 30 ans que nous avons vécu, il y a des hauts et des bas. J'avoue que vraiment la solidarité aussi dépend également du contexte de l'environnement socio-culturel. Et vous savez, aujourd'hui, notre pays traverse une crise humanitaire depuis plus de 10 ans. Ça veut dire que depuis plus de 10 ans, nous vivons de solidarité. Et le mois, comme on l'a dit, le mois c'est un mois de rappel.
Donc du début de la crise humanitaire à aujourd'hui, c'est la solidarité de tous les jours qui fait que les populations maliennes ne sont pas tombées plus bas. Et j'avoue que le Mali a traversé des moments difficiles. C'est la solidarité qui a permis de surmonter beaucoup de difficultés, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Mais on se dit peut-être que parce que les temps sont durs, cela freine un peu quelque part l'élan de solidarité. Tel n'est pas le cas? Non, moi je ne pense pas que ce soit le cas. Je prends le cas des personnes déplacées internes. De 2012 à aujourd'hui, nous avons des personnes déplacées internes dont environ 63% vivent dans des familles d'accueil. C'est ça la solidarité. Dans d'autres pays, vous allez trouver que c'était des camps qui sont dans des situations extraordinaires. Aujourd'hui, on a quelques camps de regroupement, mais la plupart des personnes déplacées internes aujourd'hui vivent dans des familles d'accueil à travers la solidarité communautaire. L'invité de la semaine, c'est avec Yaya Konaté et c'est à suivre après ce journal. Page noire de cette édition, Yombe Richard Toué, premier directeur technique malien de la CMDT, compagnie malienne pour le développement textile, n'est plus. Il est décédé le lundi dernier à Bamako à l'âge de 90 ans. En 1982, son professionnalisme lui a valu la médaille d'argent du mérite national avec effigie abeille. Ses funérailles ont eu lieu ce jeudi matin à Faladje, dans sa famille où ses anciens collaborateurs et convives lui ont rendu un dernier hommage. Duratie Diakité, Sidiki Balou. Yombe Richard Toué est né vers 1940 à Kolongotomo, au Soudan français, l'actuel Mali. Après ses études primaires, à l'âge de 16 ans, il poursuivit ses études dans un centre de formation technique à Bamako. Quelques années plus tard, il s'est envolé pour la France où il fera une formation en industrie. De retour au Bercail en 1968, l'illustre disparu mettra ses compétences au service du développement technologique. Aujourd'hui, sa mort rend difficilement consolable ses proches. Cette fois, tu as embarqué tout seul, nous laissant orphelins, orphelines. Richard, nous te donnons la route. Qu'elle soit paisible. Tu as été notre boussole pour orienter notre regard au loin. Merci pour tes grands projets qui n'aboutissaient pas toujours, mais nous faisaient rêver. Au dire de ses collaborateurs, Richard était un altruiste, une bibliothèque qui a boosté la capacité de production industrielle de la compagnie malienne pour le développement textile. C'est quelqu'un qui travaille honnêtement. Quand il dit qu'il fait un travail, il le fait exactement comme il le dit. En même temps, quand il travaillait, il est assidu. C'est des hommes qui n'avaient pas d'engagement en termes de demi-mesure. C'est les premiers éléments formés pour les besoins de l'industrialisation et de l'équipement du Mali. Toutes les usines de grenaille du Mali, Richard a contribué à leur implantation et fonctionnement. Yombe Richard Toué fut aussi un enseignant qui a su forger toute une génération. C'est un concentré de valeurs, les valeurs humaines qui malheureusement sont très peu connues aujourd'hui et pratiquées. L'honnêteté, l'humilité, l'ouverture, la sagesse, c'est toutes ces valeurs aujourd'hui qui sont au fond de la culture malienne. Richard symbolisait ça. C'est une tragédie pour nous, mais l'homme est né dans la tragédie et va toujours dans la tragédie. Nous ferons face. Bref, il va pour nous accueillir. Oui, il est parti pour nous accueillir un jour. Car la mort, comme le dit François Malherbe, a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est se boucle les oreilles et nous laisse crier. C'est ce qui met un terme à ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.